Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais déballer le Crane Plus de chez Zhiyun. Allez, c'est parti! Petit tour de l'emballage rapidement. Ici on a un visuel du produit. De ce côté-là, rien du tout, mis à part un QR code qui renvoie chez Zhiyun. Ici on a quelques caractéristiques du produit. Et de ce côté, rien d'intéressant. Maintenant, on va déballer ça. Le Crane Plus est fourni dans une boîte de transport rigide, genre Pellicase, voilà, qui est assez pratique pour le ranger. Pour amener le gimbal pour un voyage, par contre, elle est un petit peu trop imposante et ne sera pas facile à glisser dans un sac. Maintenant, passons à l'intérieur, le plus intéressant. Sur le dessus, on a une petite enveloppe avec le guide d'utilisateur, en anglais uniquement. Alors en plus, c'est pas la notice la plus explicite que j'ai eu l'occasion de lire. Il va falloir bien l'éplucher. Un sachet avec de la bande adhésive anti-glissement pour mettre sur le manche du gimbal. Alors pour la couleur, on repassera. Hein. Merci Zhiyun pour avoir personnalisé ma commande. C'est flashy, c'est rose. Maintenant, tout en haut, on trouve ici le trépied. Voilà, pour poser le gimbal et éviter qu'il tombe. Dans les différents espaces, on trouve d'abord sous un petit cache en carton les différents câbles. On a le câble micro USB qui sert à brancher le gimbal à un ordinateur pour faire les mises à jour, mais aussi qui sert aussi pour le chargeur, on verra après. Un câble de contrôle pour les appareils Panasonic. Et le dernier, le câble de contrôle pour les appareils Sony. Ça, de côté. Ici, on a de la visserie. Donc, toute la visserie est en aluminium rose sur ce gimbal. C'est un peu bizarre comme choix. Ça a le mérite d'être original. Alors, peut-être qu'ils ont voulu assortir la visserie au grip, je ne sais pas. En tout cas, c'est très très léger. Et on trouve également le support d'objectif. Voilà, si on utilise un objectif un petit peu long, il sera nécessaire de l'installer. Pour finir, sous une autre cache secrète, je vais enlever cette partie-là pour y revenir un petit peu plus tard. On a les deux accus et bien évidemment le chargeur qui se branche au câble USB qu'on a vu tout à l'heure. Donc ce côté ou ce côté, il y a le choix. Pour le gimbal, lui, il se démonte en deux parties. Alors on a d'un côté le manche dans lequel vont les accus, donc ici. Le fond se dévisse, parce que quand c'est monté, on n'a plus accès à ce côté, bien sûr, pour glisser les accus. Et ici,
il y a un filetage 3/8 là avec l'adaptateur 1/4 qui fournit. On peut visser sur un trépied, donc sur le trépied du kit, mais évidemment, mettre un plateau rigide, une perche, un petit peu ce qu'on veut. Et la deuxième partie, la plus importante, on va la sortir. Ça tient bien, ça bouge pas. Voilà la deuxième partie, avec tous les boutons de commande, la nacelle. Pour le plus gros. Alors je vais monter ça comme ça, pour pouvoir tenir plus facilement. Alors, on va se mettre bien en face. Le gimbal monté complet. Allez, je fais un petit peu de place et on voit la suite. Petit détail sur les boutons qui sont sur le manche de ce gimbal. On a ici le joystick pour diriger la nacelle. Ici, le bouton multifonction, alors allumage, extinction du gimbal, mais aussi pour démarrer, arrêter l'enregistrement si un appareil compatible est utilisé bien sûr. En dessous, un levier de commande qui sert pour le zoom quand un appareil Sony est branché et qu'il est équipé d'un zoom électrique. Pour les appareils Panasonic, ce n'est pas encore pris en charge. Peut-être lors d'une prochaine mise à jour du firmware, il y aura une prise en charge des zooms électriques Panasonic également. Et j'en ai pas sous la main actuellement, alors j'ai pas pu tester. Si vous avez par exemple le 1442 Pancake, vous pouvez laisser un commentaire si vous avez pu tester. Ici on a le bouton mode pour sélectionner le mode de fonctionnement du gimbal. À l'allumage, il est en mode Pan Following Mode. En appuyant une fois, on passe en Locking Mode. Un nouvel appui, on passe en POV Mode. Si on appuie à nouveau, on revient au début, c'est-à-dire Pan Following Mode, etc. Ça fait une boucle. Si on presse rapidement deux fois, on passe en Following Mode. On a accès à ce mode à partir de n'importe quel mode, donc que ce soit en Pan Following, en POV, en Locking Mode. On appuie deux fois et on passe en Following Mode. Si on appuie rapidement trois fois, le gimbal pivote à 180 degrés tout en restant dans le mode dans lequel on était. Alors, petite astuce, si on maintient le bouton mode plus d'une seconde, on passe le gimbal en stand-by. Il reste allumé, mais la nacelle reste libre. Pour faire un réglage, pour faire quelque chose, pour bouger. Et on retient appuyé une seconde et on revient en fonctionnement normal. Ici, tout en haut, il y a une diode qui indique beaucoup de choses aussi. Elle s'allume et clignote en jaune orangé lors du cycle d'allumage et d'extinction. Elle clignote en bleu une fois allumée pour indiquer le niveau de batterie. Alors, elle clignote 4 fois pour 75 à 100% de batterie, 3 fois pour 50 à 75%, 2 fois pour 25 à 50 et une fois pour 0 à 25%. Pour finir complètement à gauche, sur la poignée, il y a un port micro USB pour faire les mises à jour.
sur le moteur droit le port pour brancher le câble de commande de l'appareil photo, Sony ou Panasonic. Le gimbal est équipé du Bluetooth pour connecter à un smartphone et être commandé, programmé avec l'application ZY-Play ou Z-Play. On y reviendra un petit peu plus tard. Le poids, lui, est de 1081 grammes avec les batteries et sans le mini trépied. Le constructeur indique bien 950 grammes sans les accus sur la fiche technique et sur son site. Mais un gimbal sans accu, je vois pas à quoi ça sert. Ils seront toujours dedans en utilisation de toute façon. Et ça sert à rien d'indiquer un poids voilà, sans les accus. Hein. On retombe toujours dans les mains de travers, la course au plus léger comme d'habitude. Avec le trépied, il faut rajouter 158 grammes. La charge utile maximum est de 2500 grammes et au minimum 350 grammes. La charge mini, alors c'est pour une question d'équilibrage qui sera compliquée à réaliser avec moins et surtout pour la force des moteurs. Même réglé au minimum, s'il n'y a pas assez de poids, il risque d'y avoir des micro-vibrations qui se verront bien sûr à l'image. L'autonomie est donnée entre 12 et 18 heures. Là, pas de souci, on atteint bien les 12 heures sans problème, c'est très économe. Si les réglages sont bien faits, l'équilibre parfait, il n'y a pas de consommation excessive. Mon avis concernant ce gimbal, la construction est sérieuse, il y a de jeu nulle part, les finitions sont bonnes. Alors seul petit bémol, la couche de peinture me semble assez fine, ce qui rend assez sensible aux rayures. Donc moi je l'ai depuis 2 mois à peu près, et déjà j'ai des petits accros, pourtant j'y fais attention. Mais déjà voilà, j'ai la peinture qui est un petit peu partie à certains endroits. Alors bon là effectivement ça a peut-être tapé dans le manche, mais voilà, la peinture est très fine. Toutes les vis sont striées pour éviter que les doigts glissent quand on veut serrer ou desserrer. Donc c'est des petits détails, mais on se rend vite compte que ça facilite la vie. Ici c'est strié, partout c'est strié. C'est un gimbal agréable à utiliser, il est très léger, mais il faut bien sûr passer une période d'apprentissage qui peut être plus ou moins longue selon la pratique. Il faut savoir, on ne sait pas s'en servir immédiatement, instantanément à la sortie de la boîte. Le plus important est le réglage de l'équilibrage. Alors ça c'est primordial sur ce genre d'appareil. Il faut bien prendre son temps au début pour le faire. Une fois le coup pris, ça se fait à moins d'1 minute facile. J'insiste vraiment, c'est vraiment une étape à ne pas négliger pour éviter les tremblements des moteurs et vraiment faire de belles images. Ça serait bien dommage quand même de gâcher des prises de vue à cause de mauvais réglages. Et en plus, si on équilibre mal, il va y avoir une surconsommation, les moteurs vont forcer, et on va perdre en autonomie. Et tout ça fait que il faut vraiment pratiquer un réglage aux petits oignons. Quand j'ai reçu ce gimbal, il était très bien calibré. J'ai pas eu de problème d'horizontalité ou de déviation. Mais au cas où, il existe une procédure pour le faire. C'est indiqué sur la notice. Et on trouve plein de tutos sur YouTube. Peut-être que je ferai une petite vidéo si je trouve le temps. La procédure est la même pour tous les gimbals de la marque. Maintenant, le gros morceau de cette vidéo, l'application de Zhiyun pour fonctionner avec ce gimbal. En fait, cette application est universelle. Elle marche avec tous les gimbals de la marque. Il suffit juste de sélectionner son modèle au démarrage. Avec cette application, normalement, on peut faire plein de choses, normalement, mais elle n'est pas très stable. Vous allez arriver à faire quelque chose une fois, la seconde fois, ça marche plus par exemple. C'est aléatoire, on ne sait pas pourquoi. Le moving timelapse par exemple, en photo, parfois ça fonctionne, parfois non. Et on ne sait pas pourquoi, les paramètres sont les mêmes, ça marche pas. C'est aléatoire comme je disais, ça marche un peu quand ça veut. J'ai fait l'expérience avec plusieurs téléphones, mais toujours pareil. Par contre, en vidéo, elle fonctionne sans aucun problème. Pourquoi ? Il y a aussi Motion Memory, c'est une fonction qui permet normalement d'enregistrer un mouvement, parce qu'on peut paramétrer un mouvement avec l'application, une séquence pour la reproduire à l'infini, on rappelle à chaque fois. C'est pas disponible avec l'application Android. C'est dommage, il y a plein de modes sympas, mais c'est pas fiable. En lisant les commentaires de l'application, je vois que je ne suis pas le seul, et ça serait vraiment l'application Android qui serait en cause. L'application iPhone ne souffrirait pas de ces problèmes. Ça m'a mis un peu la puce à l'oreille quand j'ai vu les vidéos de démo officielles de Zhiyun. Chaque fois c'est fait avec un iPhone. Alors c'est une coïncidence parce qu'ils avaient qu'un iPhone sous la main, je ne sais pas. Mais j'espère que Zhiyun va réagir et sortir vraiment une application digne du matériel qui lui est très bon.
Là, ils nous ont enchaîné une rafale de mise à jour, quasiment une par semaine, mais elle n'a rien apporté au bon fonctionnement de l'application. Voilà, petit appel à Zhiyun. Un rapide coup d'œil à l'application ZY-Play ou Z-Play de Zhiyun pour contrôler ce gimbal. Donc c'est un magnifique icône rouge. J'ouvre l'application. On a splash screen. Et comme je disais, on a ici l'écran de sélection du modèle de gimbal. L'application sert pour tous les gimbals de la marque. Je les fais défiler et je reviens au modèle qui nous intéresse. Je connecte. Là, ça cherche en Bluetooth. Il devrait rapidement le trouver. Voilà. Et l'identifier. Voilà, on est connecté. Alors, les principales icônes, ici on a 97%, c'est l'état de la batterie du gimbal, pas du téléphone. La petite roue crantée marquée C, ici, c'est pour différents réglages de qualité de la caméra, etc. On a l'onglet calibration pour régler le gimbal. PTZ pour régler les vitesses, la dead zone, à partir de quelle amplitude de mouvement il va fonctionner ou pas. Général, où on a le nom de l'appareil et la version du micro logiciel interne. Et live, bon, très bien. Si quelqu'un peut traduire, qu'il me laisse un commentaire. En dessous, ici, le mode d'utilisation, soit défaut, donc ça c'est quand on le tient à la main, timelapse ou moving timelapse. En dessous, le réglage de la caméra du téléphone, pas de la caméra fixée sur le gimbal. Ici, scène mode, donc comment on utilise le gimbal, comment va être utilisé le gimbal. Application mode, donc fond de contrôle ou fond de caméra, parce qu'il y a un mode où le gimbal peut suivre une personne en sélectionnant une aire. On met fond de caméra et c'est la caméra du téléphone qui sert à détecter et faire bouger le gimbal. Ici, la puissance des moteurs, donc bas, moyen ou haut. Donc il faut bien choisir le bon mode suivant votre montage et pas dire ouais je m'en fous, je mets haut. Si c'est pas assez lourd, ça va trembler, c'est inévitable. Et ici, le constructeur de votre caméra, donc aucun si c'est pas compatible, de toute façon c'est rapide, c'est ou Sony ou Panasonic. On a fait le tour de cet onglet. Après on a l'icône Bluetooth, l'écran d'accueil. Ici on sélectionne si on veut faire de la vidéo ou de la photo. Alors suivant ce qu'on sélectionne, si je mets en photo, on change ici cette icône là. Et on a accès à d'autres modes pour un panoramique single, un panoramique à 180, 330 ou un panoramique à forme de grille. Voilà pour 360 degrés en fait, ça fait une boule. Le bouton pour déclencher. Ici c'est pour passer sur la caméra avant du téléphone. Ici pour les albums, des photos, vidéos qu'on a fait avec le téléphone. Et là, ici, ça sert pour le tracking. Bon, il faut se mettre en fond de contrôle, donc on sélectionne une zone et voilà, ça va suivre plus ou moins. Moi, ça marche pas très bien. Un objet, une personne, voilà, pour ceux qui font de la cuisine par exemple, ça peut faire quelque chose. Je sais pas. Alors, il faudra bien rééquilibrer le gimbal avec le téléphone fixé sur la caméra. Voilà, parce que ça fait un peu de poids en plus et ça change tous les réglages. C'est un petit peu plus délicat. Voilà un tour rapide de cette appli, on va pas en parler 2 heures. Ça pourrait bien fonctionner, mais non, ça marche pas bien, surtout les moving timelapse. Je vous montre ici. Donc vous sélectionnez la première position de votre timelapse, on valide la première position, on va dire bon, on fait 2 positions. Voilà. Donc là on bouge à l'aide du joystick. Voilà, j'ai mes 2 positions. Suivant. Ici, je demande photo ou vidéo. Donc là, par défaut, c'est vidéo. On sélectionne l'intervalle entre 2 photos. On va dire à 7 secondes. Là, on pourra passer en photo. Shutter speed. Donc ça, c'est la vitesse de shutter réglée sur la caméra. En fait, on lui indique pour qu'il utilise les mêmes paramètres, qu'il ne bouge pas pendant une photo. Et la durée du timelapse.
Vous voulez faire un timelapse qui dure 1 heure, donc avec un intervalle de 7 secondes entre chaque photo. Ça vous fera un timelapse, ici, là, Generate, de 18 secondes. Bon, en photo, ça ne marche pas à tous les coups. Il faut mettre des valeurs assez importantes. Si vous voulez faire un petit timelapse, par exemple, d'une minute ou de 5 minutes, là, vous mettez vachement court entre les deux, ça ne fonctionne pas. Même si on peut sélectionner, le gimbal va se mettre n'importe comment et il va trembler. On sent que ça ne va pas, quelque chose qui ne va pas. Bon, voilà pour cette application. Ce genre d'appareil, c'est génial pour faire des belles prises de vue, c'est bien stable, surtout avec tous les modes disponibles, il y a de quoi être créatif. Ça stabilise vraiment un truc de fou. C'est quasiment pas besoin de stabiliser au montage, les images sont exploitables presque telles quelles. Il faut bien sûr prendre le coup de rester bien souple, de faire travailler les épaules pour amortir, faire des mouvements bien fluides, marcher un peu comme un ninja, et là ça sera parfait. Il faudra de l'entraînement en fait, c'est tout. Il y a un accessoire que je conseille quand même, c'est la poignée double. Ça permet de faire des prises de vue plus longtemps. On peut aussi fixer des accessoires, il y a des filetages un petit peu de partout, comme un moniteur, un micro, une torche LED, un petit peu ce que vous voulez. Ça rajoute bien sûr du poids à l'ensemble, mais ça permet une meilleure prise à main pour faire des mouvements bien fluides, doucement. C'est quelque chose que je trouve vraiment pas mal. J'ai acheté une poignée générique toute simple, hein, pas la poignée officielle de Zhiyun, qui elle coûte 100 €. Je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Celle-là fait exactement la même chose pour 30 et 40 € à peu près. Et elle le fait aussi bien. Bon, il y a le look des poignées bleues, on nous voit de loin. Il y a aussi la télécommande qui est pas mal. Alors elle, je l'ai pas. Quand on utilise cette double poignée, pour contrôler le gimbal, c'est très pratique. En fait, on la fixe ici, ou là. Et avec le pouce, on a accès aux commandes qui sont ici, sont déportées donc sur la poignée pour activer l'enregistrement, le zoom ou le joystick. Cette poignée coûte 40 € et la télécommande coûte elle aussi environ 40 €. Donc pour 80 €, on peut avoir un ensemble sympa. Pour info, ce gimbal coûte entre 350 et plus de 600 € selon où vous l'achetez. Je vous laisse faire votre petit marché. Vous allez sur internet, vous allez le trouver très facilement. Je résume les plus et les moins de ce Crane Plus. Les plus, la bonne construction. Comme je l'ai dit, c'est solide, mis à part la peinture qui est un petit peu fine. On a des retouches. La construction est très bonne, il n'y a pas de jeu, c'est parfait. La charge maximale possible, 2500 grammes, ça laisse la marge pour monter des appareils avec quand même de beaux objectifs. Et toutes les fonctions, pan following, etc. Les moins, on y arrive, c'est le seul moins que j'ai trouvé, c'est l'application Android, c'est une calamité, c'est dommage, c'est une catastrophe. S'il n'y avait pas ces problèmes, il n'y aurait pas de moins. Voilà l'application Android, à revoir. C'était mon test du Zhiyun Crane Plus. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires, je répondrai. Laissez un pouce en l'air si la vidéo vous a plu pour m'encourager. Abonnez-vous et mettez la petite cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Partagez cette vidéo, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et toujours avec l'accent du Sud. Allez, ciao!